Bonjour et bienvenue dans cet épisode de J'ai un problème. Je suis Rebecca Requi et je suis avec Emmanuel Piquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Emmanuel, aujourd'hui on va regarder une histoire. D'ailleurs j'ai dit regarder, et oui, parce qu'il est bien question de regarder, car il s'agit de Perdu dans les écrans. C'est l'histoire que vous venez d'écouter probablement de ce petit Martin qui est addict aux écrans et qui sème la zizanie dans le couple de son père et de sa belle-mère. Si je commence par une question un peu générale, Emmanuel, presque générique sur la question des addictions et du modèle de Palo Alto, je voudrais vraiment avoir votre éclairage sur en quoi ce sera une approche qui fonctionne sur les addictions. Et quand je pense aux addictions, je pense aussi aux questions de prise de poids, de tabac, évidemment de dépendance au téléphone, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que quand on est addict, on aurait intérêt à s'orienter davantage vers ce type d'approche ? Oui, parce que moi j'entends ici et là des gens qui ont tout essayé. Qu'est-ce qui fait qu'on leur recommanderait d'aller plutôt vers cette approche-là pour travailler à l'endroit de leurs addictions ? Alors, je crois qu'il y a une distinction très, très importante à faire quand on parle d'addiction entre les addictions liées au plaisir pur et les addictions liées au fait que elles nous permettent de nous anesthésier, de nous évader, de faire en sorte que colère, tristesse, culpabilité, honte, enfin tout ça, soient moins présentes, affleurent moins chez nous. Je pense que l'école de Palo Alto, dans cette deuxième catégorie d'addiction, peut vraiment être absolument efficace et productive. En revanche, dans la première, je trouve que l'école de Palo Alto, c'est mon point de vue, il n'est pas partagé par tout le monde, hein, n'est pas très efficiente parce qu'en fait, l'émotion principale, c'est le plaisir. Or comme notre métier, c'est d'apaiser les souffrances, c'est un peu paradoxal de travailler là-dessus quand il s'agit que de plaisir. Et alors, on peut travailler avec l'entourage de ces parents, de ces enfants-là, par exemple, quand c'est des parents qui souffrent de cette entre guillemets addiction. Mais par définition, s'il n'y a pas de souffrance au niveau de l'addiction, Palo Alto peut pas faire grand-chose. Par exemple, si je prends le cas concret de quelqu'un qui est en obésité, parce que elle boit beaucoup, plus que de raison régulièrement, ou alors elle mange mais dans des formes de crise, elle a du plaisir au moment de ses comportements. Et en même temps, par ailleurs, elle a énormément de dégoût, de mépris d'elle-même, d'un regard hyper dégradé sur qui elle est. Et du coup, il y a cette espèce d'alternance, et le problème, il est à la fois pour elle, mais il est aussi pour son entourage. Vous avez raison, très fortement. Mais il est pour elle parce que il va la conduire à avoir des accidents, à tomber, à ne plus pouvoir se déplacer comme elle veut, etc., etc. Comment vous l'abordez ? Là, on peut travailler parce qu'il y a une souffrance, il y a une ambivalence, en effet, entre plaisir au moment de la crise et souffrance tout le reste du temps, vraisemblablement. C'est-à-dire que on va regarder un certain nombre de choses par rapport à ça. Il se peut qu'on ait à travailler avec l'entourage aussi, mais là, il y a de la souffrance. Moi, j'ai reçu des patients qui étaient envoyés évidemment par leur entourage parce qu'eux ne seraient pas venus tout seuls, qui étaient voilà, par exemple addicts à des substances, qui n'en concevaient pas de souffrance, assez peu de conséquences, puisque les conséquences d'ailleurs étaient largement prises en charge par l'entourage, et qui donc venaient juste pour qu'on leur foute un peu la paix parce que ça leur faisait un peu mal aux oreilles, quoi. Vraiment, dans ce genre de situation, je pense que c'est pas la bonne personne avec laquelle il faut travailler. C'est vraiment avec l'entourage, s'il souffre suffisamment pour mettre en place des choses difficiles. D'accord. Ce qui veut dire que quelqu'un qui viendrait vous voir parce que sa copine l'a envoyé parce qu'il consomme des substances, vous lui diriez le mieux c'est que je la voie elle ? Ça dépend de ce qu'il me dit. Mais en effet, là, dans le cas qui nous intéresse, par exemple, Martin, quand il dit, voilà, je suis là parce que je suis addict aux écrans, on voit bien que c'est pas lui qui parle, en fait. C'est pas lui qui a cette perception de lui-même. Lui, il souffre, encore une fois, d'autre chose, en fait, que de cette addiction, soi-disant. Oui, d'ailleurs, c'est votre première question. Pour qui est le problème ? Il est dit plutôt pour sa belle-mère, mais finalement ça se clarifie assez vite, ça. Assez vite, dans l'histoire, il vous explique qu'il joue en cachette la nuit, ce qui est presque une espèce de paroxysme de son addiction, qui n'est pas une addiction pour lui. Comment on pourrait dire avec pédagogie aux parents, plus tu lui interdis et plus il fait ? Et comment on pourrait le dire pour que ce soit entendable ? En fait, cette génération de parents, et la précédente d'ailleurs, est une génération de parents très étonnante, je trouve, comme pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui est parfois tellement paradoxale que c'en est, absolument déconcertant. En ce qui concerne les écrans, d'une façon générale, les jeux, en ligne ou pas, le téléphone, enfin tout ça, les réseaux, ces parents
ces jeunes parents, en substance, ils disent, à leur enfant: «Voilà, j'ai, fait entrer, les écrans dans la maison», parce que c'est quand même, eux qui ont acheté les PS et les, C'est vrai. voilà, donc ils ont fait entrer ça pour leur faire plaisir parce qu'ils aiment leur enfant et parce qu'ils savent que ça leur fera plaisir et puis en même temps, ils disent: «Mais par contre, comme tu es un peu débile et que tu ne sais pas du tout gérer ton addiction par rapport à ça, je vais te demander de respecter des règles, que je vais t'imposer et ce que je souhaiterais, c'est que tu sois content de respecter ces règles» et c'est là où le bât blesse, en fait. C'est-à-dire que évidemment qu'ils sont pas contents, évidemment qu'ils en veulent toujours plus, précisément comme vous venez de le dire, parce qu'on le leur interdit encore plus, quoi. Mais c'est simplement cette, oscillation totalement improductive entre d'un côté, j'ai envie de te faire plaisir et donc je te mets en relation avec des écrans et je te laisse en faire un peu et de l'autre côté, respecte bien les règles et sois content de les respecter parce que tu n'es pas capable de gérer, ça tout seul. Et donc au fond, je pense que, la bonne analyse, c'est enfin en tout cas moi c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Au fond, vous avez le choix entre 2 attitudes. Soit en effet, vous dites: «Moi je pense que mon gamin n'est pas capable en fait de gérer, sa relation aux écrans» et moi, je respecte ça, vous le savez mieux que moi et j'ai pas du tout mon mot à dire là-dessus et donc comme je ne le crois pas capable, je vais mettre en place des règles très précises comme par exemple, 1 heure chaque soir, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Peu importe la règle, au fond, moi je n'ai vraiment aucune compétence là-dessus mais en tout cas, voilà, c'est ça la règle et donc tu pourras hurler, me dire que je suis la pire des mères, que toutes les autres sont beaucoup mieux, que je suis affreuse, que à cause de moi, tu vas mourir. Tu auras beau me dire ça, ce sera la règle. Mais comme vous le disiez très justement, je leur dis en conséquence. Ça veut dire que dès qu'il aura l'occasion de le faire, en dehors de votre contrôle, évidemment, il le fera. C'est ce que génère l'interdiction. C'est la possibilité de le faire en dehors de ce contrôle-là et donc ça peut créer de la dissimulation, du mensonge et cetera. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous expliquez de la façon dont vous venez de nous l'expliquer là, ce qui se produit ou est-ce que pas du tout? Non, dans ce cas-là, je ne fais pas ça. Je présente cette première branche, en fait. Donc vous pouvez avoir cette attitude-là. Mais ça veut dire qu'il faut accepter le fait qu'il y ait des conflits. Il faut accepter quelque chose qui est très douloureux pour cette génération de parents et qui est, il faut accepter que votre enfant ne soit pas content de vous. Et l'injonction, il faut accepter. Ils la reçoivent? C'est entendable? C'est vraiment une alternative à 2 branches. La première, qui est celle qu'on vient de voir, qui est de considérer qu'ils n'ont pas les moyens au fond de gérer leur relation aux écrans, mais alors ça va avec un certain nombre de renoncements. Et notamment renoncer, à la paix autour de ce sujet, renoncer au fait qu'ils nous trouvent sympas, renoncer au fait qu'on ait sur ce sujet-là une bonne relation avec eux. Parce que c'est très moderne ça, pour les parents d'aujourd'hui, être un bon parent, c'est avoir une bonne relation avec son enfant. C'était pas du tout le cas des générations précédentes. Les générations précédentes, être un bon parent, pour elles pardon, c'était, plutôt, les aider à sortir du nid, ce qui n'est pas du tout pareil, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est la première branche de l'alternative que je leur propose. Mais je leur dis: «Mais vous pouvez aussi décider de lui faire confiance et qu'en effet, eh bien, d'une certaine manière, vous considérez qu'il est apte, à peu près, à gérer sa relation aux écrans». Ce qui veut dire que vous allez le responsabiliser en lui disant: «Moi, je te fais confiance, tu gères ça comme tu l'entends, et je sais qu'à un moment donné, tu sauras exactement réguler parce que tu sais mieux que moi, mon chéri, ce qui est bon pour toi». Mais dans ce cas-là, on prend le risque en effet d'un gamin qui, hors contrôle, va développer une addiction aux écrans. C'est un risque. Pas de situation au milieu où on aurait les avantages des 2 branches de l'alternative. OK, je comprends. Dans le cas de la consultation là de Martin, on voit que vous démarrez la consultation par lui et après vous demandez à voir son père et sa belle-mère et après son père seul. Qui a décidé? Comment vous avez préparé ça? Comment ils en ont été informés? Voilà, en fait, comment ça s'est passé? Je pense que à l'issue de ce que m'a raconté Martin, je me suis dit qu'il était vraiment, hyper important que je voie les protagonistes les plus essentiels, encore une fois, du système pertinent. Et je pensais vraiment que c'était absolument important que je voie cette, belle-mère parce que c'est un statut qui est très complexe, le statut de belle-mère, comme on le voit dans cette histoire. Je subodorais qu'elle était, en grande souffrance, et vous l'avez compris, paradoxalement, moi je pense que quand on est en souffrance, bah, ça fait des leviers de changement beaucoup plus intéressants que quand on ne l'est pas. Je pensais aussi que le papa de Martin devait souffrir terriblement, extrêmement tiraillé, et en même temps, je sentais, encore une fois, qu'il y avait une volonté, chez ces, 3 acteurs d'apaiser au fond le climat familial. Donc pour moi, c'était vraiment important de les voir les 3.
OK, et par la suite, quand on vous rapporte les mots que les parents et notamment la belle-mère ont, moi, je dois vous dire que j'ai eu très mal au cœur d'entendre les mots autour de la lâcheté, autour de «tu n'es pas digne de confiance» et cetera et cetera. Ce sont des mots qui sont très étiquetants et très blessants et finalement, en fait, assez définitifs. Je me demandais si vous pourriez nous dire un peu ce qu'on produit dans le reproche, qui est à la fois aggravant et à la fois un peu meurtrissant, et comment on en sort? Je pense que tout est lié, dans ce cas comme dans d'autres, à la vision qu'ils ont du problème. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression d'être face à un drogué, en fait. Et c'est vraiment une perception très étonnante. Parce que pour moi, Martin, n'est vraiment tout sauf un drogué. Enfin, je veux dire, voilà, il est très passionné par Minecraft notamment, mais c'est pas du tout ce que je qualifierais de drogué. Mais eux, vraiment, ils ont l'impression d'être face à un toxicomane. Et donc, comme ils ont l'impression d'être face à un toxicomane, de façon assez logique, ils se disent: «Il faut qu'on le contrôle, il faut qu'on le mate, il faut qu'on lui fasse comprendre que c'est mal, il faut qu'on lui dise que, voilà, il faut qu'il arrête de désobéir parce que c'est en désobéissant qu'il va se plonger de plus en plus dans cette addiction». Et donc c'est ça qui produit, ce reproche-là parce que c'est, précisément le champ lexical qu'on va utiliser quand on est face à des gens, en qui on peut pas avoir confiance parce qu'ils sont, sous l'emprise d'un produit ou sous l'emprise en l'occurrence des écrans. Donc c'est cette peur-là, c'est cette colère-là, qui produit ces reproches-là, avec encore une fois, je pense au fond, une inquiétude monstrueuse, et un amour, assez fort. Et en réalité, d'ailleurs, dans cette histoire-là, le problème, c'est pas tellement la question des écrans, c'est vraiment la question de la conflictualité que ça génère dans la famille. C'est comme s'il y avait 2 «je ne peux pas m'empêcher». Le «je ne peux pas m'empêcher» de la belle-mère et le «je ne peux pas m'empêcher» de Martin qui semble moins grave à écouter. Est-ce que c'est ça? Oui, il semble d'autant moins grave que c'est pas du tout ce dont souffre Martin. Et donc, c'est vrai que, Martin, lui, il souffre, de la conflictualité, et au fond, une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, il va jouer en cachette, c'est pour éviter la conflictualité d'une certaine façon. Ce qui ne fonctionne pas du tout, on est bien d'accord? Et elle peut pas s'empêcher pour les raisons qu'on a vues, parce qu'elle est très inquiète et puis parce que aussi elle a du mal à prendre cette place qui, je le redis, est une place très délicate, hein, dans cette famille, en fait, dans cette famille nouvellement recomposée et qu'elle a besoin, de se sentir d'une certaine manière, épaulée de façon très forte par son nouveau compagnon. Mais ce qui génère, du coup, encore une fois un tiraillement chez ce papa, même s'il prend, plutôt le parti de sa conjointe. Donc oui, il y a vraiment 2 «je ne peux pas m'empêcher de», mais c'est surtout celui de la belle-maman qui est problématique. Et en même temps, quand je vous entends, et c'est ce que ça me disait aussi, il y a 2 choses chez elle. À la fois la question de sa vision du monde et des écrans, mais il y a aussi, et c'est ça que ça cristallise, j'allais dire son incapacité, mais ce n'est pas son incapacité. En tout cas, sa difficulté à se sentir prise au sérieux, à la place à laquelle elle est. On dirait que c'est presque davantage ça le sujet que vous traitez. Comment la restaurer, elle, au bon endroit? En fait, vous êtes derrière dans l'analyse de ce qui se joue, et vous allez leur faire vivre l'expérience qui va les conduire à cette conclusion-là? Exactement, c'est-à-dire qu'elle vraiment, il y a cette souffrance-là, hein, de pas trouver une place, légitime, en fait, d'une certaine manière. Martin, il y a la souffrance de créer, des conflits et donc de la souffrance chez son père. Et puis le père, il y a cette espèce de volonté, que ces 2 êtres s'aiment, que ces 2 êtres coexistent de façon, pacifique. Donc ça fait beaucoup, de volontés assez, contraires dans un même, espace, en fait. Et après, quand vous expliquez le triangle infernal, l'image qui m'est venue, c'est comme si on observait une roue de vélo, qu'on voyait bien ce qui se passe, en fait, comme mouvement de l'extérieur. Et une fois qu'on a identifié ça, parce qu'on est vraiment dans les 3 types d'interactions qui sont superposés, du coup, il y a presque une difficulté à isoler les choses pour poser le mouvement que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, une fois qu'on a bien compris ce qui se passe? Alors, je trouve que oui, c'est l'image qui me vient moi, superposée à celle du vélo, c'est en fait celle d'engrenage, quoi. C'est des engrenages qui se font bouger mutuellement et en fait, je pense que c'est vraiment hyper important de bien schématiser pour chacun, des interlocuteurs, des acteurs du système, pour chacun d'entre eux, à la fois, ce qu'il attend de nous et à la fois ce qu'il a mis en place jusqu'à présent pour atteindre ce qu'il attend de nous.
pour, à chacun d'entre eux, faire comme, à notre habitude, un virage à 180°. Et en fait, ces virages à 180° de chacun des interlocuteurs vont modifier le sens des engrenages. Ok. Et les premières prescriptions à Martin, de lui dire qu'il devrait aller voir sa belle-mère régulièrement, lui dire à quel point elle est chouette, etc. Je me demandais quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs, qui est quand on demande à quelqu'un de changer de comportement ou de faire l'inverse de ce qu'il a l'habitude de faire, un des prérequis que vous posez généralement, c'est d'être aligné. Vous dites que c'est fondamental d'être aligné, d'y croire, d'être sincère, d'être dans une forme de sincérité, enfin d'authenticité. Et lui, il vous dit, ça va pas être facile. C'est quoi le pourcentage que ça marche pas s'il y croit pas? Alors, je crois qu'il dit pas ça va, pas être facile en raison de l'inauthenticité, de ce qu'il va dire, parce que, les sujets qu'on prend, sont des sujets, absolument factuels et notamment, en première séance, il me dit à quel point il a été touché de voir, que, sa belle-mère, mettait en place, toutes sortes de choses, pour aider quand sa maman a été malade. Donc il est très touché par ça et simplement, là où il dit: «Ça va être difficile», c'est parce qu'il est pour l'instant en colère, en fait. Parce qu'il trouve que par ailleurs, elle a été vraiment, très problématique et je pense que à partir du moment où en effet, ce qu'il attend de moi, c'est que, il y ait moins de conflits entre, sa belle-mère et son père, parce que c'est ce qu'il me dit clairement et que ce qu'il fait pour l'instant, c'est plutôt de se plaindre d'elle et puis de lui opposer une espèce de rébellion, parfois léthargique, parfois un peu plus explicite. Je lui ai dit: «Donc on peut continuer comme ça, mais alors ce que tu attends de moi ne pourra pas advenir ou alors on fait un peu différemment, voire carrément l'inverse, et on va essayer de saisir chez cette personne ce qu'il y a de bien pour le lui dire, en fait. Mais s'il n'y avait rien, évidemment que je ne ferais pas ça, hein. Et en même temps, vous en mettez une couche. Parce que quand elle arrive, bon, elle démarre en disant, évidemment, c'est moi qui ai tout faux. Et vous, dès le début, vous lui dites qu'il est en effet extrêmement rare qu'un ado de 15 ans vous dise du bien de sa belle-mère. Mais encore une fois, ce dont je parle est, absolument vrai, hein. C'est-à-dire que cette femme, a fait des choses que peu de belles-mères, feraient, en fait, d'une certaine manière. Donc moi, je ne me sens pas du tout, manipulatrice ou fausse, d'autant plus que ce que m'a demandé Martin, c'est d'améliorer la relation et donc moi, si je peux être l'entremetteuse, de quelque chose de doux, entre lui et elle, je pense que c'est, absolument bon pour tout le monde. Par ailleurs, on en a déjà parlé, la manipulation, ça voudrait dire que, ça va, servir à un objectif qui, me serait bénéfique à moi ou à ma famille, enfin je ne sais pas. Et je pense qu'il faut faire une différence, comme disait Václavic, entre manipulation et influence. À partir du moment où en effet on vient, se confier à nous et nous demander d'être aidé en fait, ça veut dire qu'on accepte que le thérapeute ait une influence sur nous, sinon on vient pas lui demander d'aide. Et moi alors, il est peut-être exact de dire que, en tant que belle-mère, moi-même, j'ai une sensibilité par rapport à ça et je pense qu'on tombe très vite, dans l'étiquetage de, belle-mère sorcière en fait, de marâtre d'une certaine façon. Je pense que c'est infiniment douloureux, et je trouve encore une fois que c'est, une posture qu'il faut plus essayer de légitimer, qu'essayer de moraliser, mais comme Et d'habitude. après, alors j'ai trouvé que ça allait très très vite. J'ai été très étonnée quand vous lui parlez de Minecraft, que vous lui dites, vous savez, il y a des études en fait qui ont démontré qu'au contraire, ça développe plutôt bien un certain nombre de connaissances, blablabla. Et ce qui m'a interpellée, c'est à quel point ça va vite, ce mouvement-là. Ce que vous lui faites faire en venant la rejoindre très fort. Bon, j'imagine que vous avez senti qu'elle était à fond reconnue, structurée, que ce que vous veniez de lui dire, ça lui parlait. Vous aviez eu le fameux Yes set, là, dont il est question quand on se forme à la systémie. Mais ensuite, très vite, vous prenez le contre-pied. Vous lui dites, est-ce que vous savez qu'en fait Minecraft, c'est très bien, ça développe des compétences dont on aura besoin demain, etc., etc. C'est comme si vous aussi vous faisiez directement 180°, mais vous dans l'attitude ou dans la posture que vous venez d'avoir. Moi, je veux bien qu'on revienne dessus. Je pense que je me sers ici, vous avez parfaitement raison, du fait que je viens de faire alliance très fort, et que, je pense être une des rares personnes, qui la rejoint sur le fait qu'à la fois c'est dur et à la fois je trouve qu'elle a fait des choses assez incroyables en tant que belle maman.
Et je profite aussi du fait, dans mon souvenir, que j'ai été prescrite par l'enseignant principal en fait de Martin, et que du coup j'ai une espèce de dans ses yeux, hein, c'est assez faux, hein, je bénéficie à ses yeux d'une expertise sur le sujet des jeux vidéo, et du coup cette alliance, cette affection créée, plus le fait qu'elle considère que j'ai l'expertise, fait que en effet elle le prend. Sachant que par ailleurs, c'est vrai, hein, en l'occurrence, en ce qui concerne ce jeu vidéo, c'est parfaitement vrai. Je l'ai fait valider auprès d'enseignants. Heu, donc j'ai pas l'impression, moi, de lui dire quelque chose de très, confrontant. Heu je J'ai l'impression que, je lui dis qu'au fond, c'est vrai que les jeux vidéo, c'est globalement, absolument, monstrueux, mais pas celui-là, Du coup, quoi. vous lui faites une prescription qui, comme d'habitude, est un peu décalée. Évidemment, sinon ce serait pas l'approche de Palo Alto. Elle est à la fois, très, très souriante, très, très drôle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette prescription de tâches? Je pense que ce qui a vraiment très bien fonctionné ici, c'est que, elle était cataloguée, au rôle de marâtre en fait, hein, un peu sorcière, un peu méchante, un peu, enfin pas un peu d'ailleurs, très méchante, très injuste, très, rigide. Et qu'au fond, la prescription, pardon, que je vais lui faire, va consister à ce qu'elle se mette dans un temps donné. C'est toujours très important de bien circonscrire, hein, nos prescriptions, je trouve. Donc dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, je vais lui prescrire de se mettre dans le rôle de la gentille, en fait, volontairement. Et il y a quelque chose d'un peu, jouissif là-dedans pour elle, parce que elle se dit, «Je vais enfin enlever ces oripeaux de vieille sorcière et je vais les laisser gérer, en fait, sans me prendre la tête», parce que visiblement ça fonctionne pas d'une certaine façon. C'est comme si on arrivait à faire le tri entre sa morale, sa vision du monde et l'expérience qu'elle fait, et elle choisit d'aller faire une expérience qui soit plus douce pour elle. Exactement, parce que je pense qu'elle est en grande souffrance. Mmh. Elle envisage en fait par ce biais-là un moyen de sortir de sa souffrance. Pas de résoudre son équation par rapport au regard qu'elle porte sur, Minecraft et les jeux vidéo. En revanche, elle va apprendre à se protéger. D'apprendre à se protéger et de créer, quelque chose de beaucoup plus pacifié à l'intérieur de son foyer. Merci Emmanuel, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on s'est pas dit sur cette histoire qu'il est important de retenir ou de regarder? Non, c'est parfait. Merci, à bientôt pour la prochaine histoire. Merci beaucoup. Au revoir.